Les cris d'alarme qui sont lancés, y compris par l'OTAN, sur le fait que nous entrons dans une escalade inédite, Émilie. Oui, on le rappelle, environ 10 000 soldats nord-coréens auraient été envoyés en Russie au service de Vladimir Poutine. Eh bien, c'est Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, aujourd'hui, qui s'en inquiète. Voici ce qu'il dit. L'envoi de troupes par la Corée du Nord pour combattre avec la Russie en Ukraine marquerait une escalade significative. On a aussi des images satellites qui montrent bien la présence de troupes nord-coréennes du côté de la Russie. Regardez ces images. Ici sont les images qui sont fournies, il faut bien le dire, par le renseignement sud-coréen. À ce stade, Sébastien Lecornu le disait, la France considère que ça n'est pas encore une information confirmée, mais on ne voit pas pourquoi les Ukrainiens mentiraient sur le sujet. Les Sud-Coréens le disent, les Ukrainiens le disent, ça ce sont les troupes qui se dirigent vers la Russie pour être entraînées et aller combattre contre l'Ukraine. Et les Américains aussi le disent. Alors, les Sud-Coréens ont effectivement fourni aux Ukrainiens et à leurs partenaires occidentaux des images satellites que l'on voit qui montrent un premier contingent de forces spéciales qui auraient embarqué sur des bateaux russes pour débarquer du côté de Vladivostok et aller s'entraîner, donc c'était entre le 8 et le 13 octobre, et qui pour aller s'entraîner dans une base du côté d'Ussurisk. Et à ce stade, que ce soit les Français ou les Américains, de manière autonome, essayent de confirmer et d'infirmer l'affaire. Et surtout, essayent de confirmer le volume. Parce que dans un premier temps, on parlait de 1000, 1500, on parle de 12 000, alors on passe d'une brigade. 12 000 en route, c'est ce que disent les Ukrainiens. Voilà. Les Sud-Coréens, les Ukrainiens disent 1500 formés, 12 000 en route. Et ce que dit Boudanov, qui est le patron des renseignements militaires ukrainiens, c'est qu'il serait prêt à monter au front au 1er novembre. Ouais. Donc tout le monde est en train de regarder ça. Donc on regarde le volume, la nature des troupes qui seraient engagées, et sous quel format, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il le ferait en tant que troupe coréenne, est-ce qu'il le ferait de manière décorrélée pour essayer de faire un genre Wagner pour dire c'est pas nous, c'est pas machin, enfin bon bref, patati patata. Donc en fait en ce moment, ce sur quoi travaillent les services de renseignement occidentaux, c'est la caractérisation de la nature de cette aide. Et est-ce que tout ça, parce que la caractérisation est importante pour savoir ce qu'on fait derrière. Est-ce que tout ça n'est pas très prudent et très contourné? Parce qu'on entend la caractérisation, on va voir mais en réalité, le fait qu'une dictature aussi dangereuse que la Corée du Nord envoie ses troupes sur le sol de la vieille Europe, c'est un cap dans la guerre. C'est évidemment, disons que c'est une montée, évidemment, je dirais aux extrêmes d'une certaine manière. C'est bien cela dont il s'agit, bien sûr, dans cette guerre. Parce que, vous savez, on a eu beaucoup de débats sur ces différents plateaux, rappelez-vous, sur la notion de co-belligérance. Et souvent, j'ai dit à l'occasion de ces débats, ce n'est pas une notion juridique. C'est une notion qui ne veut rien dire en droit. Tout simplement parce que les États qui aident l'Ukraine, beaucoup trop peu, eh bien, en fait, ces États ne font qu'appliquer l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Est-ce qu'ils sont en train de nous défier? Est-ce que l'Axe nous défie? Et là, on est dans un État qui se porte au secours d'un État agresseur. Donc on est sur une logique qui est quand même complètement différente. Alors oui, c'est un défi. D'ailleurs, quand on entend les propos, aussi bien de Jean-Noël Barrot d'ailleurs, que les propos du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, on s'aperçoit qu'ils disent tous il y a quelque chose de nouveau. Et il va falloir heureusement agir. qu'ils disent ça. S'ils ne disaient pas que c'est nouveau, mais en revanche, si c'est juste, ça on pourrait le dire à leur place. Oui. Mais voilà, exactement. Mais enfin, disons qu'ils sont un peu inquiets. Mais effectivement, vous le suggériez tout à l'heure, Darius, le fait qu'il n'y ait quand même pas de réaction à ce stade un peu sérieuse, malgré tout, un peu avec des avertissements clairs, mais des avertissements qui pourraient être quand même suivis d'effets. Qu'il n'y ait toujours pas plus de volonté de la part des Occidentaux d'agir, c'est-à-dire dire, voilà, mais si la Corée du Nord y va, eh bien nous allons y aller aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. Je veux dire, on reste dans le même niveau d'approximation, d'amateurisme d'une certaine manière, et de retenue, mais en fait de retenue coupable, que celle à laquelle on était habitué. Colonel Goya, sur le manque de réaction européenne, quand on dit, vous dites quoi, on dit qu'il se passe quelque chose de nouveau. Bravo. Et un peu plus. Est-ce qu'il y a un peu plus quand même de nerfs là-dedans? Oui, quand même. C'est-à-dire que si vous avez des unités, alors il faut quand même rappeler que la Corée du Nord est déjà bien impliquée dans le conflit, que les millions d'obus qui ont été fournis et les 1600 missiles balistiques qui sont déjà tombés sur le sol ukrainien, c'est quand même pas rien dans l'engagement de la guerre. Mais dans la mesure où on envoie aussi des armes à l'Ukraine, disons que c'est pas vraiment une étape. Non, effectivement. Là, on est dans le cadre. Là, pays agressé. Oui, non, il n'y a pas de parallèle. Là, engager des unités de combat. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de savoir s'ils sont en train de s'équiper à la russe ou pas. Oui, s'ils sont équipés en uniforme russe, ça veut dire qu'il y aura peut-être la fiction du volontariat
commissariat. C'est ça le problème. Et donc, en disant, il y aura pas, enfin, la Corée du Nord ne revendiquera pas cet engagement. Mais de fait, c'est un nouvel État qui s'engagerait au combat. Alors, parlons-en. Ça, c'est évidemment- Est-ce que c'est un signe de faiblesse ou de force? Écoutez Sébastien Lecornu tout à l'heure sur notre antenne. Là où ça ne serait pas surprenant, et j'accrédite évidemment l'hypothèse que cela puisse exister, c'est que les faiblesses aujourd'hui russes se situent essentiellement, pas que, mais essentiellement sur sa capacité à mobiliser. Maintenant, il va falloir voir ce que la Corée du Nord a derrière la tête. Est-ce que vous avez un engagement potentiellement de force de manière non assumée, de manière hypocrite, par exemple par l'équivalent d'un nouveau Wagner, par un proxy, par une milice? Est-ce qu'au contraire, vous avez un engagement des forces nord-coréennes assumé, mais derrière la ligne de front, pour faire de la formation, de l'appui logistique, auquel cas la Corée du Nord prendrait la précaution de ne pas être co-belligérante, ou au contraire, un investissement directement sur le front, qui ferait que la Corée du Nord deviendrait co-belligérante aux côtés de la Russie dans la guerre qu'elle mène à l'Ukraine? Alors, avec nous, Pierre Rigoulot, vous êtes spécialiste de la Corée du Nord. Est-ce que tout ça est crédible? Je rappelle ces informations. Donc là, Zelensky le dit, on va vers une guerre mondiale à cause de cela. Zelensky dit 500, 12 000 en préparation. Quand vous regardez avec nous ces images de soldats nord-coréens qui sont en train de s'entraîner, on en est là. Vous, spécialiste de la Corée du Nord, est-ce que vous dites qu'effectivement, c'est ce qui se passe réellement? Eh bien, évidemment, il faut faire attention aux informations que nous recevons, mais ça rentre tout à fait dans la logique nord-coréenne et dans les possibilités nord-coréennes. Il faut dire et redire que l'armée nord-coréenne est la 4e du monde. Donc, ils peuvent le faire sans problème. Je veux dire que numériquement, envoyer 12 000 hommes aux côtés des soldats russes, ça n'est pas un problème. Attendez, pardon, Pierre Rigoulot, quand vous dites 4e, pardon, ça veut dire quoi? 1, États-Unis, 2, Chine, Russie, quoi? Qui? Alors, il y a la Chine, deuxièmement l'Inde, troisièmement les États-Unis et quatrièmement la Corée du Nord. C'est ça, donc vous dites en volume de soldats, c'est ça que vous dites? En nombre de soldats. 1,2 million. C'est très important. Alors, ce que dit là. évidemment, En réalité, il y a un adversaire considérable. Vous avez 9 millions de réservistes en Corée du Nord, enfin de soldats d'actifs ou de réservistes dans lesquels vous pouvez puiser. On retrouve cette idée de masse qu'utilise toujours Didier François, qu'il faut rendre là. Vous dites toujours depuis le début de la guerre, attention, on va redécouvrir l'importance de la masse. Il n'y a pas de secret. Hein. Je veux dire, Michel, tu le sais aussi bien que moi. Aujourd'hui, l'armée française tient dans le Stade de France. Voilà. Au moment de 14-18, on en mettait... on a mobilisé 4 millions d'hommes. 4 millions d'hommes, on tenait toute la frontière. Et total 8 millions ont porté l'uniforme. Exactement. La première et sans remonter là, pendant la guerre froide, il y avait quoi, 300 000 soldats qui étaient en Allemagne, etc. Oui, alors la première armée, on était capable d'engager, il fallait voir qu'on avait quasiment toute une classe d'âge. Donc à la louche 400 000, après, on enlève ceux qui étaient boiteux et ceux qui étaient réformés, mais bref, à la louche, ça voulait dire qu'avant de passer au nucléaire, on avait payé le prix du sang avec une génération, en fait une classe d'âge de jeunes Français, se faisait tuer pour montrer à l'adversaire notre engagement à résister, à sauver le pays et la nation. C'est ça qu'on veut dire. Ça veut dire qu'on a payé le prix du sang pour dire, attention, maintenant quand on va vous tirer le premier missile, c'est vraiment l'ultime avertissement et on est sérieux puisqu'on a été capable on a accepté de sacrifier nos jeunes. Et là, on découvre à quel point c'est important. La Corée du Nord sacrifié pour rien. Pour rien, non, parce que c'est pour sauver la nation. Donc quand je dis pour rien, c'est-à-dire qu'on était quand même une armée. Je me rappelle, étant assez vieux pour avoir fait mon service militaire, on était quand même une armée de personnes qui n'étaient pas prêtes, honnêtement, à combattre, en tout cas pas sur un théâtre d'opération. On n'a jamais combattu, on n'est jamais prêt, on apprend vite après. Mais oui, mais je veux que dans les 2-3 jours avant que le président de la République prenne la décision ultime, puisqu'il s'agissait de cela, honnêtement, quand je dis pour rien, c'est ça. C'est-à-dire qu'on était quasiment comme la chair à canon des soldats que Poutine envoie aujourd'hui au front. Ici, est-ce que ça peut être un soutien important, Michel Goya? Est-ce que là, les soldats qu'on voit là peuvent être un renfort considérable pour la Russie?
Bon, s'il s'agit de, allez, même 12 000 combattants, en admettant qu'il soit 12 000 qui aillent en première ligne, c'est pas décisif, c'est pas stratégique. Hein. On est sur des effectifs de plusieurs centaines de milliers d'hommes sur la ligne de front qui se combattent. Donc c'est pas décisif, mais il faut voir d'abord si ça se fera sur la durée, s'ils sont renouvelés. Ensuite, est-ce que ce volume ne va pas augmenter parce qu'effectivement, il y a de la masse derrière, auquel cas ça pourrait peser sur les événements. Mais je voudrais qu'on pose la question à Pierre Rigoulot, qui est toujours avec nous en direct. Vous nous disiez justement de cette armée qu'elle était la 4e du monde en termes de masse. Pour autant, est-ce que ce sont de bons soldats? Que sait-on sur ces combattants? Il faut regarder aussi, vous avez raison, il faut également regarder la qualité. Et il faut indiquer, par exemple, que les Nord-Coréens ont un système de formation, un système de service militaire de 8 ans pour les femmes et de 10 ans pour les hommes. Donc, dans un climat propre à tous les États totalitaires, c'est-à-dire dans lequel on insiste sur le fait qu'on est une forteresse assiégée. Donc on a non seulement le nombre, mais on a aussi des gens formés de façon fanatique. Je trouve que ce sont des raisons, en effet, d'être inquiets. Et inquiet d'autant plus que le gouvernement nord-coréen y trouve un avantage évident, ce qui nous amène à penser que ça pourrait continuer. Avantage sur le plan de la technologie, les Russes ont envoyé récemment un certain nombre de données technologiques dans le domaine nucléaire à propos de la miniaturisation et dans le domaine des missiles, mais également de façon très, très basique dans le domaine alimentaire. La FAO, l'agence de l'ONU pour la nourriture, pour l'alimentation, indique que 40% des Nord-Coréens subissent une certaine disette. Donc, l'avantage de la Corée du Nord ou du gouvernement nord-coréen, c'est de poursuivre cette aide au régime de Poutine. Enfin, Pierre Rigoulot, regardons la carte ensemble, pardon de vous interrompre, regardons la carte ensemble, ce qui est un axe visiblement, c'est-à-dire la Corée du Nord qui envoie des hommes, on verra combien et on verra le degré de précision qu'on aura dans les prochaines heures, mais aussi la Russie, évidemment, qui en bénéficie, la Chine qui envoie des composants aussi, je ne sais pas si on peut afficher la carte, et puis l'Iran qui envoie les Shahed, qui continue à frapper la population civile ukrainienne. Il y a quand même parmi eux 3 puissances nucléaires. C'est un axe dangereux. Et je trouve que l'envoi de ces soldats, s'il est confirmé, souligne justement à quel point le monde a complètement évolué et à quel point on se retrouve vraiment avec 2 blocs face à face qui sont de plus en plus dissemblables. C'est-à-dire que du côté russe, il n'y a plus aucun complexe, il n'y a plus aucune retenue. On s'allie C'est vrai qu'on a le sentiment qu'il n'y a plus de tabou. Plus de tabou. On s'allie avec les pays qui sont les plus intéressants en termes d'échanges militaires ou autres. Il faut rappeler qu'il y a le sommet des BRICS, où Vladimir Poutine va vivre un vrai triomphe. Et de l'autre côté, on voit l'Occident aujourd'hui qui est un peu paralysé en attendant le résultat de l'élection présidentielle américaine. Et puis en plus, avec le fait que d'un point de vue économique et de volonté politique, le soutien à l'Ukraine s'effrite de plus en plus, qu'on a du mal à tenir dans la durée, alors qu'au contraire, la Russie ne cesse de se renforcer et en effet, sans aucun tabou, maintenant, nous, des alliances qui sont avec le régime nord-coréen, par exemple, qui était quand même le plus critiqué de la planète. Tout